réformateur Boris Yeltsin prend la tête de la résistance contre les putschistes. À Saint-Pétersbourg, Sobchak, l'allié de Boris Yeltsin, est lui aussi soutenu par la population qui veut en finir avec 70 ans de communisme. Les généraux putschistes sont arrêtés. Le KGB tombe en disgrâce. En cette époque mouvementée, Poutine choisit le bon camp. Il démissionne du KGB, mais il garde précieusement sa place aux côtés du réformateur Sobchak, sans jamais oublier l'esprit et les méthodes de l'organisation qu'il a formée pendant 15 ans. En décembre 91, Eltsine pousse Gorbatchev hors du pouvoir en provoquant l'éclatement de l'URSS et l'indépendance de nombreuses républiques soviétiques. Une action que Poutine jugera plus tard comme la pire des catastrophes géopolitiques du XXe siècle. Imagine-t-il que 10 ans plus tard, il succédera à Boris Yeltsin. Eltsine a accompli une chose importante. Il a interdit le Parti communiste. Ça, c'était important. Donc il a extrait le cœur du système. Et tout s'est effondré. Mais il n'a pas fini son travail. Ils ont complètement oublié que le Parti communiste était puissant uniquement grâce au KGB, qui tout au long de ces années était derrière le parti. C'était ça l'ironie. Le Parti communiste a été détruit très rapidement. Et tout le monde a tranquillement oublié le KGB. À Saint-Pétersbourg, Poutine a été nommé aux relations extérieures et y a travaillé 1 an environ. Ensuite, Sobchak l'a choisi comme maire adjoint. Et à ce poste, il s'est occupé des privatisations, qui est un secteur très lucratif et très obscur. Vladimir Poutine était un expert consulté lorsque des banques ou des sociétés étrangères venaient nous voir. La BNP Dresdner Bank et le Crédit Lyonnais furent les 2 premières banques à ouvrir des filiales en Russie. Lors du terrible hiver 1990-1991, Saint-Pétersbourg s'est retrouvé au bord de la famine. La majeure partie de l'aide humanitaire est venue d'Allemagne, et c'est Poutine qui l'a organisée. Poutine fait appel aux hommes d'affaires qu'il a connus en Allemagne pour mettre en place un système de troc. Grâce à des licences d'exportation, il est censé échanger pétrole contre nourriture. C'est peut-être là qu'il comprend que l'énergie peut devenir un instrument de pouvoir dont la Russie a besoin. Il y a eu beaucoup de machinations avec l'aide alimentaire qui était tout simplement vendue. L'argent arrivait dans les poches des fonctionnaires et des gens qui organisaient les magouilles. Dans la carrière de Poutine, ce fut une crise grave. Il concevait l'économie autrement. Il la considérait comme un processus contrôlable en permanence. Différents scandales entachent la gestion municipale de Poutine. Il est amené à travailler avec la mafia du port, avec une société allemande accusée de blanchiment d'argent, attribue les licences des casinos dont les bénéfices s'évanouissent et donne le monopole du pétrole à un ami. Il est d'autant moins inquiété qu'on le charge également de la direction judiciaire et des forces de l'ordre. Efficace dans les services rendus, il montre qu'il sait aussi bien manier la carotte que le bâton. Если преступники обнаглели до того, что подняли руку на сотрудника милиции, сотрудники милиции должны реагировать мгновенно и жестко, а может даже жестоко. Только так мы можем подавить вот эту наглый вызов обществу, которое делает преступник. Только так. И
на каждого убитого сотрудника 10 должно быть преступников положено. Ну, в рамках закона, конечно. Il était fascinant d'observer la métamorphose de Vladimir Poutine. Il était impressionnant de suivre les changements de sa personnalité, ainsi que son évolution rapide à partir d'un sous-colonel habitué à exécuter les ordres. Il s'était transformé avec beaucoup de talent, en homme capable d'assumer des responsabilités. Poutine est toujours au bon endroit, au bon moment. Il a stratégiquement travaillé pour Sobchak à faire un boulot de KGB. Je pense que rester dans l'ombre est un signe d'intelligence et non de médiocrité. Au poste d'adjoint au maire de Saint-Pétersbourg, Poutine s'entoure d'anciens collègues du KGB et de conseillers politiques libéraux. Un de ses collègues, un brillant économiste, Anatoly Choubaïs, est appelé à Moscou pour rejoindre le gouvernement d'Yeltsin. Il va aider d'autres pétersbourgeois à obtenir des postes clés au Kremlin. Poutine sera le premier à en profiter quelques années plus tard. Choubaïs met en place un système de privatisation qui brise toutes les règles économiques de l'ancien régime. On avait derrière nous 75 ans d'Union soviétique pendant lesquels la propriété privée était un crime. C'était un crime. La perestroïka avait inauguré la gestion d'entreprises publiques par des hommes d'affaires. Ce sont eux qui bénéficient en premier des privatisations. Ces nouveaux hommes d'affaires ont décidé qu'à présent ils étaient libres, qu'ils étaient leurs propres maîtres. Et ils sont devenus ce qu'on appelle aujourd'hui les oligarques. Mais ces oligarques oublient un peu vite qu'ils ont un contrat moral qui les lie avec l'État. Un contrat qui leur a permis de s'approprier une part colossale des richesses du pays. La population comprend très vite que ce n'est pas elle qui deviendra riche grâce aux privatisations. Quant aux hommes politiques, ils ont une vision pour le moins conflictuelle de cette nouvelle distribution des richesses. Pour imposer sa politique de privatisation, Yeltsin doit modifier la Constitution. L'armée tire sur le Parlement. Les hommes politiques et les citoyens résistent. Il y a plus d'une centaine de morts. Pour les Russes, c'est le premier pas vers la fin du rêve démocratique. L'adjoint au maire, Poutine, qui observe les événements depuis Saint-Pétersbourg, en retire une conviction. En Russie, la démocratie doit être dirigée. Lors de l'effondrement de l'URSS en 1991, le mot démocratie était à la mode. 2 ans plus tard, c'est devenu une injure. Le mot démocratie, les Russes l'ont traduit par le terme merdocratie. Un an plus tard, Yeltsin utilise à nouveau les chars. Les Tchétchènes revendiquent leur indépendance et il est hors de question qu'ils aient la main mise sur l'oléoduc qui traverse leurs terres. Après 2 ans d'une guerre qui fait 80 000 morts, les indépendantistes obtiennent la signature d'un accord de paix en leur faveur. Pour la majorité des Russes, cette défaite est vécue comme une humiliation. Pour Poutine, c'est pire encore. Yeltsin a failli à son devoir de chef d'État. La Tchétchénie fait partie de la Russie. La Tchétchénie doit se soumettre. À Saint-Pétersbourg, Poutine prépare la réélection de Sobchak à la mairie. Mais l'ancien allié critique publiquement la trahison d'Yeltsin envers la démocratie. Si Sobchak gagne les élections municipales, il pourrait devenir un adversaire sérieux aux prochaines présidentielles. À la demande de Yeltsin, les oligarques refusent de financer la campagne de Sobchak. En 1996 a débuté la chasse à l'homme contre Sobchak, organisée par Boris Yeltsin. Yeltsin voyait en lui un concurrent à écarter de la scène politique. Sobchak perd la mairie. Poutine est révolté par l'ingérence croissante des oligarques dans les affaires politiques. Par loyauté envers Sobchak, il refuse de travailler pour le nouveau maire. Il part pour Moscou, où se décide l'avenir du pays.
Après avoir été maire adjoint de Saint-Pétersbourg et presque envoyé en prison pour ses liens avec le crime organisé, Poutine est nommé dans l'administration présidentielle. Au Kremlin, Anatoly Choubaïs, qui apprécie le travail et la loyauté de Poutine, lui propose de s'occuper des propriétés de l'État à quelques semaines des élections présidentielles de 96. Mais l'heure est difficile pour Yeltsin. Il a perdu la confiance de la population et les communistes font un retour en force dans l'opinion. Leur leader, Gennady Zyuganov, pourrait bien remporter la présidentielle. Sans la politique, vous ne pourrez pas protéger votre capitale. Les premiers riches en Russie se sont rendus compte qu'il fallait prendre une responsabilité politique pour l'avenir du pays. On avait compris que les réformateurs autour de Yeltsin étaient incapables d'arrêter le communisme. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes rassemblés pour coopérer et gagner ces élections. Poutine est aux premières loges du Kremlin pour observer comment une défaite annoncée peut être transformée en victoire. La télévision et l'argent entrent en scène à un degré jamais vu jusqu'alors en Russie. Yeltsin nomme Berezovsky à la tête de la chaîne d'État et fait financer la chaîne privée NTV du milliardaire Gouzinski. Yeltsin a compris que la télévision peut être sa meilleure arme électorale. Il devient le roi du petit écran. La télévision en Russie, c'est pas du cinéma. La télévision, c'est de la politique, sans aucun doute. Et grâce à cet outil, nous avons gagné les élections. Vladimir Poutine voit que Yeltsin est élu grâce aux oligarques et qu'il devient leur otage. Mais la Constitution ne permet pas à Yeltsin de briguer un troisième mandat. Il faut déjà préparer la succession. Il paraissait clair, au vu de cette campagne électorale de 1996, que la prochaine campagne présidentielle nécessitait deux outils majeurs. Le premier, une chaîne de télévision russe qui soutiendrait le prochain président. Et le second, une société qui serait derrière la campagne électorale pour soutenir financièrement le candidat. Ce sera la nouvelle société pétrolière Sibneft. À sa tête, un jeune intrigant, l'associé de Berezovsky, Roman Abramovich. Quant à la chaîne d'État contrôlée par Berezovsky, elle se met totalement au service de la propagande du pouvoir. Un système est né pour la mise en place du successeur. Les élections à peine gagnées, Yeltsin tombe malade. En reconnaissance des services rendus, il abandonne le pays aux oligarques Berezovsky et Abramovich. Ils croient avoir gagné leur pari, s'emparer du pouvoir politique grâce à l'argent. Ces oligarques créent un clan, la famille, où l'on trouve aussi Tatiana, la fille d'Yeltsin et son futur mari. Très proche de cette famille, Anatoly Choubaïs continue à faire progresser Vladimir Poutine. En 2 ans, il est promu 3 fois. Chaque poste lui permet d'analyser les caractéristiques du régime de Yeltsin. Avec la rigueur obsessionnelle que le KGB lui a enseignée, il engrange des informations sur le personnel politique et enrichit ses dossiers. Mais il faut que les oligarques proposent un successeur qui convienne à Yeltsin. Poutine, qui exécute scrupuleusement leurs directives, semble être le candidat idéal. Ce fut une décision typique des oligarques. Trouver un homme qui ne soit pas indépendant, mais qui dépendrait d'eux. Ils pensaient qu'à travers lui, ils pourraient diriger le pays.